Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du lundi 11 avril 2022. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc, pour débuter la semaine, nous avons pas mal de données micro et macro qui vont tomber cette semaine. Notamment avec l'intervention, en tout cas des annonces de banque centrale, et surtout un catalyseur de taille puisque nous avons les résultats trimestriels. Donc, on va avoir le coup d'envoi des publications cette semaine, notamment avec les bancaires à partir de jeudi et vendredi. Globalement, en fin de semaine dernière, on a quand même été pénalisé très clairement par la hausse continue des rendements obligataires. Forcément, ça pénalise les indices américains, notamment le Nasdaq, car on est quand même dans un contexte de remontée continue des rendements obligataires. Donc forcément, les valeurs technologiques et les valeurs de croissance ont quand même cédé du terrain. En outre, les inquiétudes liées à la guerre en Ukraine, l'inflation et la remontée des taux de la Fed continuent aussi à inciter les investisseurs à la prudence. On a aussi eu une note des stratèges de Bank of America qui ont averti que la détérioration de la situation macroéconomique pourrait faire basculer l'économie américaine en récession sur fond de resserrement monétaire de la Fed. Donc ça, on le sait déjà. Ce ne sont pas les seuls à tirer la sonnette d'alarme sur une potentielle récession à venir. Dans tous les cas, une récession n'interviendra pas en 2022. Si elle intervient, ce sera uniquement en 2023. Ensuite, chose très importante, tout dépendra de la politique que va mener la Fed et de l'atterrissage surtout. Si on a une bonne gestion de ce resserrement monétaire et un atterrissage en douceur, il n'y a pas de raison que l'économie bascule en récession. Effectivement, si la Fed déploie les grands moyens pour juguler l'inflation et accepte un marché baissier, effectivement, on aura un atterrissage un peu plus brutal avec un risque de récession. Maintenant, toute la difficulté des banques centrales va être de trouver le juste équilibre pour éviter une dégringolade du marché action, soit un bear market, tout en impactant, en tout cas, tout en limitant la progression de l'inflation. Donc, le but, ça va être vraiment de faire en sorte de contrôler l'inflation qui atteint des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis 3 voire 4 décennies, sans pour autant créer un ralentissement économique aux États-Unis. Donc ça, effectivement, ça va être l'élément le plus difficile à contrôler pour les banquiers centraux. Maintenant, ce matin, pareil, on évolue un peu en ordre dispersé. Globalement, le DAX dans le rouge, le CAC dans le vert. Pareil, sur fond de remontée ininterrompue des rendements obligataires qui favorisent certes la hausse des valeurs bancaires, mais freinent les valeurs technologiques. Maintenant, on a l'impression que sur l'indice français, la première place d'Emmanuel Macron au scrutin de dimanche est saluée. Effectivement, on a quand même eu une nette hausse de l'euro et sur les marchés asiatiques. Certes, ce mouvement s'est atténué au fil des heures et le second tour du 24 avril s'annonçant quand même bien plus serré qu'en 2017. Là, pareil, ça peut être des sources d'inquiétude venant des investisseurs, étant donné que selon les derniers sondages, Macron serait quand même donné gagnant, mais on est entre 52%, 51%. Donc ça risque d'être serré et rien n'est fait. Mais pour l'instant, en tout cas, les marchés ont salué
le score d'Emmanuel Macron à la première place avec une hausse du CAC 40 et une hausse de l'euro. Comme je le disais, la semaine qui s'annonce quand même chargée pour les marchés européens et américains. Déjà, ils fermeront vendredi avant le week-end de Pâques. Mais on a quand même les réunions de politique monétaire de la Banque du Canada mercredi et de la Banque centrale européenne jeudi. Ensuite, on aura mardi les chiffres des prix à la consommation aux États-Unis. L'inflation américaine pourrait avoir atteint un nouveau record par rapport à février et 8,5% en rythme annuel selon le consensus Reuters. Donc là, pareil, des données quand même importantes à surveiller. En Chine, on a aussi eu les statistiques officielles de l'inflation qui ont été publiées ce lundi, montrant une hausse supérieure aux attentes des prix à la production de 8,3% sur un an. Donc, pas mal de données macro, notamment autour des prix à la consommation, de l'inflation. Et enfin, on aura les grandes banques américaines qui donneront parallèlement le coup d'envoi des publications de résultats trimestriels à partir de mercredi. Donc là, on attaque vraiment dans le dur, j'ai envie de dire, dans le sens où on a une conjoncture économique qui se dégrade très clairement. On voit dans les PMI, on voit dans l'inflation qui continue de galoper. Maintenant, reste à savoir comment se comportent les entreprises. Certes, on peut avoir une conjoncture économique qui se dégrade, mais si derrière les résultats restent solides, ça montre qu'on a quand même une certaine résilience de la part des sociétés et qui, malgré le contexte actuel, arrivent quand même à bien se porter, à être en bonne santé et à générer des bénéfices. Donc là, effectivement, les résultats trimestriels vont vraiment être un catalyseur clé pour les opérateurs. Effectivement, ici, vous avez le calendrier concernant la saison des résultats. Donc, on commence doucement, comme d'habitude, avec les sociétés américaines. En Europe, on débutera un peu plus tard, à partir de la semaine prochaine, normalement, voire même dans 2 semaines. On aura potentiellement quelques publications, mais l'Europe démarre généralement un peu plus tard que les États-Unis. En tout cas, comme d'habitude, le coup d'envoi des publications de résultats démarre avec les bancaires. Voilà. Donc là, on aura JP Morgan, BlackRock, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citi et Morgan Stanley. Donc là, pareil, ça va être intéressant aussi de noter un peu la performance des valeurs bancaires, notamment avec la hausse des rendements obligataires qu'on a depuis le début de l'année. Donc reste à savoir, généralement, la hausse des rendements est favorable pour les bancaires. Reste à savoir maintenant si celles-ci ont su profiter du rebond, en tout cas, enfin de l'ascension sans faille plutôt, des rendements obligataires sur le premier trimestre. Donc, à surveiller en tout cas. Pareil, ça devrait forcément impacter par ricochet les bancaires européennes. Ici, nous avons des flux entrants sur le gold et très clairement, je suis surpris, mais à la fois d'un autre côté rassuré de voir la résilience du métal jaune. Quand je vois l'ascension des rendements obligataires, notamment le 10 ans américain, qui est passé de 2,5% à 2,8% en l'espace de seulement quelques séances, on aurait pu croire que l'once d'or aurait cédé du terrain et au contraire, il a progressé. Donc, ce qui montre que malgré la hausse des rendements obligataires, malgré la hausse du dollar, on a quand même des investisseurs qui se tournent vers le métal jaune, qui reste
toujours selon moi une couverture contre l'inflation et surtout un actif intéressant en cas de ralentissement économique à venir. Donc là, on a quand même pas mal d'opérateurs, à mon avis, déjà qui ont commencé à couvrir leur portefeuille avec le conflit en Ukraine. Et les risques, même s'ils ne sont pas encore actés, mais les risques de récession aussi font que les opérateurs allouent du cash aux métaux précieux. Et ici, l'or physique détenu par tous les ETF sur l'or à l'échelle mondiale a enfin enregistré des entrées. Donc, on a eu des flux entrants. Ce qui est quand même important de noter, ici c'est un graphique depuis 2004. On avait fait notre point haut en 2020 sur l'once d'or à 2070 $. Et depuis début 2022, force est de constater que nous avons des flux entrants sur les ETF. Donc ça aussi, ce sont des données à regarder, comme d'un point de vue technique, où on préservait ce fameux niveau des 1910 $, on consolidait dans un fameux range court terme. Et d'un autre côté, si on regarde un peu les fondamentaux et comment se comportent les ETF, très clairement, on a des opérateurs qui commencent à se positionner et à entrer des positions, en tout cas, sur le métal jaune. Donc ça, pareil, si on continue dans les semaines à venir à avoir des flux entrants, c'est un bon signe, et en tout cas, ce sont des données positives pour le métal jaune. Ainsi, tout porte à croire qu'on pourrait de nouveau accélérer à la hausse et, comme je le prévois pour 2022, après ce sont mes prévisions à moi, mais j'anticipe très clairement un nouveau cycle du métal jaune après quasiment plus de 18 mois de consolidation. Voilà, donc pour l'instant, ça reste positif, encourageant, que ce soit d'un point de vue technique ou même les entrées de flux, notamment sur les ETF. Par conséquent, je continue à garder un biais haussier à moyen terme sur l'once d'or. Direction les indices maintenant avec notre bon vieux CAC 40 qui reprend dans la hauteur. Je vous disais en fin de semaine dernière de déboucler les positions vendeuses à l'approche des élections présidentielles, qui était quand même préférable d'éviter d'être en position, car tout était possible, très clairement. On n'a pas eu de gros gaps comme en 2017, effectivement. Le DAX est dans le rouge, le CAC, bon, salue, comme je vous le disais, les résultats d'Emmanuel Macron au premier tour. Bon, je passe plutôt neutre. Maintenant, on a réintégré ce range. Je visais quand même ce bas de ce niveau clé. Maintenant, je pense que j'attends un peu plus haut pour rechercher de nouveau des ventes sur le CAC 40. Voilà. Donc là, on réintègre notre range. Bon, on est bloqué par la M50, kit jaune. J'ai clairement pas envie d'être acheteur sur ce niveau. On peut être dans un simple rebond. Bon, pour l'instant, plutôt neutre sur le CAC 40. Toujours très intéressé pour chercher des achats dans cette zone. On a un trou d'air, on a un gap à venir combler. Donc effectivement, ici, c'est une zone d'achat qui va m'intéresser à moyen terme. Mais pour l'heure, je ne suis pas non plus convaincu à 100% de ce rebond. Voilà, moi j'estime qu'on a un gros niveau au-dessus de la tête, que la clôture hebdo était un peu borderline, dans le sens où on était repassé sous la borne basse de notre canal, qu'on avait fait l'incursion dans le nuage, cassé notre petite jaune. Bon, il y avait quand même une dégradation, je trouve, et pour moi, le potentiel haussier est limité à court terme. Je verrais vraiment bien un gros range de consolidation dans l'attente de la BCE et dans l'attente des publications de résultats. Voilà. Donc plutôt neutre, à mon avis. Pas de grosse hausse
mais pas non plus une grosse baisse, sauf si énorme surprise. Plutôt un range de consolidation. Par conséquent, je serais intéressé pour chercher des ventes en bas, des achats en bas, pardon, et des ventes en haut. Mais là, en données 4 heures, on est dans un rebond technique. J'ai plus l'impression qu'on est dans un rebond technique que dans une nouvelle jambe de hausse. Voilà, pour moi ici, tant qu'on a ce gros barrage au-dessus de la tête, je ne préfère pas rentrer à l'achat, bien au contraire, pourquoi pas chercher des ventes, même si l'idéal, selon moi, ce serait qu'on remonte un peu plus haut. Voilà, pour l'heure, très honnêtement, assez neutre sur l'indice CAC 40. Le DAX plus fébrile, on voit, hein, on cède du terrain, on est toujours sous ce bas de range. Bon, on avait baissé les stops pour le coup, on s'était mis à break-even, mais comme pour le CAC, je vise un peu plus bas. Voilà. La clôture hebdo, n'est pas non plus extraordinaire, on va pas se mentir. Comme je vois ces deux bougies ici, cette étoile filante, bon là l'avalement, mais il est un peu léger avec cette longue mèche basse, mais en tout cas la cassure de Kijun. Ici, prisonnier entre Tenkan Kijun, je verrai à peu près le même scénario que sur le CAC à court terme, un range ici dans l'attente, à mon avis, des annonces de la BCE ou peut-être des chiffres de l'inflation ou des résultats des bancaires. Bon, pour l'instant, c'est pas là où il y a de l'action. Je garde quand même un biais baissier, car je trouve qu'on a une dégradation de ce rebond avec les chandeliers hebdomadaires, très clairement. Maintenant, je n'exclus pas des achats, mais pareil que sur le CAC, j'aimerais un peu plus bas. Voilà, pour moi, on a une belle zone ici, juste là. Comme pour le CAC, comblement du gap, on vient fermer ce trou d'air. Et pour l'heure, j'ai pas envie d'être acheteur. Voilà. Éventuellement, je repasserai acheteur si on break ce niveau, le 50 et les 23,6. Voilà, cette zone. Donc là, on aurait cassure de Tenkan, cassure de MM50, et effectivement, sortie par le haut du nuage, Chikou serait libre de tout obstacle. On aurait passé notre Tenkan et notre Kijun, donc là, on aurait de la place. On aurait breaké cette zone de convergence. Donc, effectivement, si on repasse au-dessus de 14 435, je chercherai des achats pour viser un peu plus haut. Mais pour l'heure, on a le plan baissier toujours, on a abaissé le stop, je reste baissier, pourquoi pas même rechercher des ventes si on vient taper ce niveau. Voilà, donc on a mis le stop loss juste au-dessus, on l'avait abaissé en fin de semaine dernière. Si on passe ce niveau en force, ok, je chercherai de nouveau des achats, mais pour l'heure, je considère que la dynamique reste baissière, qu'on a du mal à reconquérir le bas de range, et que par conséquent, une nouvelle jambe de baisse pour venir chercher notre fameux trou d'air est envisageable. Effectivement, je serai de nouveau intéressé sur 13 009, 14 000 pour chercher des achats sur repli. Bon, le Dow Jones, invalidation de l'épaule tête-épaule, en tout cas elle était incomplète. Logiquement, en fin de semaine dernière, tout le monde avait pris un TP1, on avait fait quand même le TP1. Le TP2, c'était la zone un peu plus basse, mais c'était plus compliqué. Donc logiquement, TP1 mise à BE, fin du trade. En données hebdo, même constat, il y a vraiment, on a une similitude dans le comportement des prix sur le CAC, le DAX et le Dow Jones. Vous voyez, on est capé, si vous voulez, par la bas de nuage et même 50. Je vais l'enlever ici pour que ce soit clair. Mais il y a de la neutralité. Vous voyez très clairement, depuis 3 semaines, il ne se passe rien finalement. À la clôture, à l'ouverture et à la clôture, on est prisonnier entre Kijun et MM50. On tente des incursions
ça passe pas. On tente de s'extraire par le haut, ça passe pas non plus. Donc, pareil, un marché qui semble être dans l'attentisme, très clairement. Par conséquent, assez neutre aussi sur cet indice. Pour moi, faut qu'on se dégage, si vous voulez, vraiment de ces niveaux qui nous empêchent d'aller un peu plus bas ou même un peu plus haut. Donc là, pour moi, gros range, finalement, entre MM50 et pas de nuage. Là, si on se met en données daily, c'est brouillon. C'est vraiment brouillon. Faut se cassure par le haut, par le bas, on ne veut pas aller plus bas, on retente de conquérir. Bon, j'ai bien envie de supprimer finalement cette zone, enfin, pas vraiment, dans le sens où on pourrait avoir un range, et en fait cette zone, ce serait notre milieu de range. Voilà. Et donc on a une réaction, bataille, comme vous le savez, hein. Le range, c'est la machine à laver, très clairement. C'est la grosse bataille, on hésite d'intervenir sur le milieu de range, et là, pour moi, on a un range. Donc achat en bas, vente en haut, et au milieu, bon, on évite de se positionner. Pour l'instant, je vais cadrer le Dow Jones à moyen terme dans ce range entre 34 320 et 35 310. Et pour l'heure, milieu de range, pour moi, assez neutre. Donc pareil, intéressé de nouveau pour chercher des achats si on retombe vers la borne basse. Je vais Ishimoku, mais c'est exactement la même chose. Là, on a notre très belle zone qu'on va prolonger. Et de nouveau, on peut tracer un range, peut-être comme cela. Si on prend vraiment la zone basse, vous voyez, c'est vraiment ici vraiment une très grosse zone. Effectivement, si on prend la zone basse, on est dans ce milieu de range, et pour l'instant, on est sur zone qui correspond au milieu de range. Pourquoi pas tenter un achat? Voilà, on va mettre ce canal baissier qui est relativement propre. Ma foi, si on break avec une certaine violence cette zone, cette borne haute de canal et cette MM50, alors oui, je pense qu'on peut tenter un achat. Voilà. La stratégie, le plan du jour, ce serait de tenter un achat si on break ce niveau avec un stop loss, avec une belle bougie, pas en plusieurs temps, une belle bougie, au moins 4 heures horaires, qui break ce niveau, un stop loss assez serré pour viser le haut de zone. Maintenant, si on est maintenu en échec ici, eh bien, je pense qu'il faudra de nouveau attendre, ou même tenter une vente ici pour les traders les plus agressifs sur signal. Attendez quand même 15h30, l'ouverture, laissez le marché américain digérer un peu les news du week-end. Pourquoi pas tenter une vente plus prudent sur ce style de vente-là, sur ce milieu de range, mais l'idéal, pareil, ce serait de nouveau de viser le bas de range. Donc, plan d'achat si on break ce niveau de convergence, avec un stop loss ici pour viser 34 100, 35 245, et à l'inverse, achat sur repli avec signal de retournement sur bas de range. Voilà le plan. L'euro-dollar, belle réaction de l'euro-dollar, divergence haussière 4 heures validée. On avait débouclé la position vendeuse vendredi. Je vous disais quand même qu'on était sur un gros niveau, à savoir notre fameuse oblique de long terme. Donc quand même, on ne peut pas négliger cette oblique. On est dessus, on la travaille, on a rebondi. Donc on avait débouclé la position vendeuse, suite aussi aux élections présidentielles. On a eu un gap haussier sur l'euro, effectivement, on est venu le combler, ça tient. Et là, on a validé la divergence 4 heures. Ici. Donc divergence 4 heures validée. On a un obstacle
effectivement, c'est les 1,0911. Bon, je garde, je dirais pas un biais haussier, mais je verrais bien un rebond. Voilà, un rebond de court terme. Maintenant, il faudrait breaker la Kijun, très clairement. On est venu taper notre oblique, on a validé une divergence haussière 4 heures. Je trouve que la baisse est franchement limitée. On pourrait retomber, effectivement, on peut retomber à 1,0685, mais pour l'heure, je trouve que la baisse est limitée. Voilà, il y a plus de place pour un rebond. On a pris une belle partie de la baisse. Place au rebond, une zone de convergence, une divergence validée. Bon, on bute sur un seuil clé, mais si ce dernier est cassé, je verrai bien finalement voilà, un rebond un peu plus fort pour aller chercher les indices. Voilà le scénario que j'ai actuellement. Peut-être que certains ont tenté la divergence durant la nuit, pourquoi pas, avec un stop loss placé juste ici. J'aimerais bien quand même qu'on break les 1,0911, c'est un gros niveau. Auquel cas, si on n'arrive pas à breaker, on risque pareil de végéter durant les prochains jours et il n'y aura strictement rien à faire sur cette paire. Mais là, on a un beau niveau à aller chercher. Là, l'alignement Kijun Tenkan. Par conséquent, c'est ce que je vise avec la divergence. Plutôt un rebond, même si derrière, je serais plutôt intéressé de nouveau pour chercher des ventes. Voilà les grandes lignes très clairement sur l'euro-dollar. Donc rebond technique, mais je viserai pas plus haut que les indices, très clairement. L'euro-yen, j'avais évoqué l'euro-yen avec vous en fin de semaine dernière en vous disant on consolidait, oui, dans un joli biseau, voire un fanion sorti par le haut. Peut-être que certains ont mis à profit ce setup durant la nuit. En tout cas, hein, on avait quand même eu la confirmation vendredi soir. Et effectivement, c'était peut-être un peu léger de payer vendredi, au moins d'attendre les résultats. Et effectivement, durant la nuit, et hop, une belle éjection, TP1, comme je vous disais, TP2. Donc stop loss, même les retardataires pouvaient encore rentrer ici. On avait un peu quasiment, vous voyez, ce triple creux, un peu larvé, mais c'était très clairement possible de rentrer ici. Stop loss, on part plutôt sous la zone. On avait identifié, je vous disais, comme quoi on avait une zone mensuelle, pour rappel, et qu'on était en train de la pullbacker. Est-ce que je l'ai tracé? Voilà, on avait une autre zone, on avait fait le pullback dessus. Ici, on avait le haut de canal. Donc là, on va aller chercher le TP1, qui est ce niveau-là. Très clairement, 137,50. Et TP2, c'est viser le haut de canal. Ce serait vers les 139. Ici, le TP2, je l'ai mis à 139,96. Bon, peut-être que je peux le réaffiner, on verra. Mais dans un premier temps, je pense qu'ici, on peut déjà mettre le stop loss à break-even pour celles et ceux qui sont rentrés, sans prendre de TP1. Mais on a vraiment une bougie flux directionnelle impulsive. Donc, aucune raison de s'opposer à un tel flux. Bien au contraire, on remonte le stop, une mise à BE, et on prendra des bénéfices ici. Voilà, c'est pas interdit de prendre maintenant, vers les 137,30 en tout cas. Ce serait le TP1, et en cas de cassure, viser la borne haute du canal. L'USD Yen sous surveillance, dans le sens où c'est extrêmement haussier, certes, mais je m'attends quand même à un repli. Voilà, on arrive sur une grosse zone hebdomadaire. On est dessus même, vous la voyez, elle est juste ici, c'est une zone mensuelle même, très clairement. Voilà. On est sur une zone mensuelle, pile poil, on arrive dessus, ici, ici, là et là. Donc, on identifie une zone mensuelle. Maintenant, en daily, on est à contre-tendance, certes, mais là, on est en train de faire une belle divergence. Donc, j'ai ma zone, j'ai ma divergence baissière sur zone. Par conséquent,
on surveillera un chantier de retournement ou la validation de cette dernière. Si on break la zone, on laisse tomber la divergence, très clairement. Même si hop, on casse la zone, on accélère, ça rechute, ça valide la divergence, on ne prendra pas cette divergence, car on sera au-dessus de la zone. Voilà. Si on valide on casse, on fait un fail breakout haussier, on break dans l'autre sens, ça valide la divergence, là, ok, on aura eu un bull trap, on pourra prendre la divergence. Là, pour l'heure, si on break et que c'est juste un pullback, la divergence est validée, mais on n'a pas clôturé dessous, on laisse tomber. On ne prend absolument pas cette divergence. Maintenant, voilà, c'est juste un setup que j'ai noté pour cette semaine, qui me paraît intéressant sur zone pour jouer de nouveau un repli sur les 121,80, mais nécessite la confirmation de la divergence ou au moins un chandelier baissier. Donc pour l'heure, ce n'est pas le cas. Le flux est extrêmement haussier. Pareil en données 4 heures. Donc à mettre dans votre liste de surveillance comme actif de la semaine. Le GBP USD aussi, on avait évoqué le range à venir sur le GBP USD. Effectivement, j'aime bien là ce qu'on est en train de former. J'évoquais avec vous un range à venir. Bon, on a eu un petit marteau ici en données daily vendredi, belle mèche basse. Ça semble tenir en données 4 heures. Même constat. Vous voyez, belle mèche 4 heures, de nouveau un marteau qui tient. Très envie de mettre en place un plan à l'achat. Maintenant, pour confirmer, j'aimerais quand même attendre. Voilà. On a un double creux 15 minutes. Vous voyez, donc là, j'attendrai encore un peu. On est sûrement en train de faire le pullback sur le niveau. Tac. Au moins la clôture horaire était pas top, je crois. Comment est la clôture horaire? Bon, si ça allait en horaire, on a même eu l'avalement ici. Bon, on est sur un pullback, j'aimerais bien quand même qu'on break la MM50. Vous voyez, là pour l'instant on est dans la capacité de franchir, mais au moins une bougie horaire voilà, qui tiendrait, il ne faut pas qu'on soit dans un piège ici. Mais si on peut valider cette figure et breaker au moins la MM horaire 50 périodes, je pense que le plan peut se déclencher. Voilà, on a quand même des beaux signaux sur bas de range. Le long doji, le marteau daily. Donc là, pareil, le plan, ce serait en fait un stop loss ici. Stop loss ici, visé en TP1 cette zone, et en TP2 le haut de zone. Voilà le plan à surveiller, mais selon moi, nécessite quand même une confirmation en horaire. J'aimerais qu'on arrive à breaker ce fameux niveau. Puis même là, je pourrais même mettre une oblique, vous voyez. Donc, pas de précipitation, c'est pas grave si on rate une partie du mouvement, mais c'est quand même mieux d'avoir une confirmation. Voilà. Donc là, ok, je note des chandeliers encourageants, mais en données horaires, je trouve que c'est un peu, ça reste encore un peu fébrile, donc patienter, surveiller la cassure de la MM50 en clôture et si possible le franchissement dans les heures à venir de cette oblique. Le gold qui se comporte super bien, TP1 fait, du moins quasiment. On avait notre plan, l'achat, comme toujours. Vendredi, belle clôture, bon début de séance. Ce lundi, mise à BE du stop loss. Voilà. Deuxième élément que j'aime beaucoup, c'est... Ah, ça c'est embêtant, je ne l'avais pas vu ce matin. Mais en tout cas, c'était la cassure
la semaine dernière de la Tenkan. Donc ça, effectivement, c'est un bon point. On a clôturé au-dessus de la Tenkan. Je vous disais, c'est quand même important, sinon on risque de végéter, vous voyez, comme ici. Voilà. Entre Tenkan et Kijun, et ça, c'est embêtant. Donc là, on a eu un bon point, on s'est redressé. En tout cas, la Tenkan vient de se redresser, on bute dessus. Donc on a un niveau clé. Si certains veulent prendre des bénéfices, voilà, j'attends un peu plus haut, mais c'est pas interdit. Voilà, j'autorise, je ne donne pas de conseils, mais je comprends celles et ceux qui veulent prendre des bénéfices maintenant, même si l'idéal serait d'attendre la borne haute du range. En tout cas, mise à BE du stop loss. Ça, c'est une certitude. Donc, on avait mis en place un plan de trading par ici. Je vous disais TP1 1964. On est quasiment dessus, on a fait les 1960. Bon, eh bien, mise à BE du stop loss. Si certains veulent prendre des bénéfices, tant mieux. Maintenant, surveillons ce qui va se passer ici. Voilà, tout simplement, si on a un double creux et qu'on casse ce niveau, je pense qu'il faudra renforcer. En tout cas, je proposerai un plan pour renforcer cette position et viser l'objectif théorique à 2020 puis 2070. Voilà le plan swing trading pour les semaines à venir sur l'once d'or. Maintenant, si gros chandelier de retournement, eh bien, il faudra déboucler la position et attendre de nouveau un retour sur les 1910. Pour l'heure, pas de chandelier de retournement, ça tient, on a une belle bougie, pourquoi pas prendre des bénéfices, surveiller la réaction du marché sur ce niveau clé, cette zone de polarité, haut de range, ligne de coup d'un double creux. Si ça casse, eh bien, soit renforcer sa position, soit pour les retardataires qui n'ont pas payé ici, eh bien, rentrer sur le marché pour viser en TP1 l'objectif théorique à 2020, en TP2 ici, et garder un reliquat long terme pour viser bien plus haut si on parvient à break les anciens sommets historiques. Mais pour l'heure, malgré la hausse hallucinante des rendements obligataires, eh bien, le gold se comporte assez bien, ce qui est quand même une bonne chose. Donc, je garde mon scénario haussier et voyons ce qui se passe maintenant à la cassure des 1965. En tout cas, pas à la cassure, mais au test plutôt de ce niveau clé. Voilà, il faudra un passage en force pour derrière libérer enfin le potentiel haussier. Le Brent, on est sur zone. Ouais, on est sur une belle zone sur le Brent, très clairement. Mais je n'ai pas de signal de retournement. Donc là, j'ai ma zone basse. Ouais, c'est bien celle-là. Ici, avec les petites mèches là, la zone basse. La zone basse, bon, assez neutre sur le pétrole, très honnêtement. On est sur une zone, je ne vendrai pas cette zone. Si elle est amenée à céder, effectivement, pourquoi pas tenter des ventes. Mais pour l'heure, peut-être que certains y verront un triangle, je ne sais pas. Je trouve pas très joli ce triangle, très honnêtement. Pour moi, on est surtout une zone. On est sur un bas de zone, mais j'affine en données 4 heures, et en données 4 heures, je ne suis pas convaincu d'un rebond à venir. Voilà. Donc, travaillons les zones, comme toujours, mais attendons au moins un signal. Et là, pour l'heure, de retour sur ce bas de zone, mais en données 4 heures, il n'y a pas de grande conviction de la part des acheteurs, très clairement. On n'a pas une belle bougie, on n'a pas un signal de retournement, on n'a pas de flux, donc on reste sur des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Donc, à noter peut-être une stabilisation. C'est comme ici, on a une stabilisation avec un double creux, eh bien,
c'est ce qu'il faudra faire. Pour l'heure, je me montre patient, on est sur zone, pas de vente, très clairement par contre, je ne vendrai pas une zone. Si elle casse, pourquoi pas tenter une vente? Mais pour l'heure, phase de stabilisation, j'attends de voir la réaction des acheteurs ou une belle bougie 4 heures flux qui permettrait de déclencher un plan swing avec un stop loss voilà, sous les plus bas. Ce serait par ici. Le light, lui, je l'attends pour qu'il vienne combler son gap complètement. Donc, et on est bien parti pour. Donc, je l'attends plus bas. Pour moi, le light, c'est comblement du gap. Voilà. Le marché est de mémoire. Début de l'invasion en Ukraine. On s'est envolé, on est retombé. Mais on n'est jamais venu combler le gap complètement. Donc là, pour moi, je ne passerai pas acheteur tant qu'on n'aura pas comblé ce gap. Donc, on vienne taper ma zone basse, ici. Intéressé pour payer de nouveau le pétrole vers 92-90. Voilà le plan. Et là, il a été partiellement comblé. Le marché a une mémoire et je pense que ce gap, en tout cas, sera totalement comblé. Donc, s'il est totalement comblé, on viendra taper le bas de la zone, niveau sur lequel je suis intéressé pour de nouveau chercher des achats. Pour l'heure, c'est baissier à court terme, c'est haussier à moyen long terme. Donc, je privilégie la tendance primaire, soit un achat sur un niveau technique clé, une zone basse. On la voit très bien en données hebdomadaires, elle est magnifique. Et le repli ici, ici, ici. Là, on avait de nouveau eu un gap, petit gap de rupture avant d'accélérer à la baisse. Donc, même constat, pas de précipitation sur le pétrole, laissons faire le marché. Et il faudra revenir sur cet actif lorsqu'il aura atteint les niveaux clés. Le gap, on voit très bien ici, joli gap. Par conséquent, rien à faire tant qu'on ne revient pas sur ce niveau. Voilà. Ouais. Pas non plus superbe canal. On va le mettre de côté. On va plutôt s'intéresser à notre zone cette semaine pour tenter un achat. Voilà le plan sur le pétrole. Le Bitcoin. Bon, on a pris notre stop pour le coup. Stoppé, la clôture hebdomadaire est pas belle, vraiment. Ça fait vraiment un bull trap. Sentiment qu'on va évoluer dans un biseau. Stop loss touché, très clairement, on revient sur les 41 000. Bon, je reste à l'écart pour l'instant sur le BTC. J'étais un peu déçu du comportement des prix, très clairement, avec un joli fail breakout. Bon, on est sur une zone de support. Comme je vous le disais, stop loss touché pour celles et ceux qui ont eu un stop agressif lors du pullback ici. Celles et ceux qui ont eu un stop plus large sont encore dans le trade. Très bien. Effectivement, on a un niveau. On est peut-être dans un biseau. Je vais enlever le triangle que j'avais tracé. Et on est potentiellement dans un biseau. Donc effectivement, ici, il y a un niveau intéressant à aller chercher, à tenter sur un achat, mais pour l'heure, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu, ça retombe. J'ai pas de signal de retournement. Des volumes de nouveau qui retombent. On avait une belle accélération des volumes. Ici, ça commence de nouveau à retomber. Donc, je reste à l'écart pour l'instant. Je note quand même ce niveau clé, surtout si on a une réaction positive sur touchette. Donc, c'est le dernier niveau qui m'intéresse pour éventuellement tenter un achat, mais je me montre plus prudent. Très clairement, je trouve que ça s'est dégradé et que derrière, voilà, on n'est pas à l'abri non plus d'une cassure par le bas. Si on casse par le bas, là, je viserais 33 850. Enfin, de nouveau, la borne basse du canal. Voilà. Donc, pour l'heure, sur le fil du rasoir, surveillez cette zone.
Celles et ceux qui sont toujours dans le plan à l'achat ici, bon, bah, ça fait pas un super trade, je le reconnais. Néanmoins, le stop loss est plutôt bien placé. Celles et ceux qui veulent retenter un achat, dans ce cas, surveillez une bougie au moins 4 heures sur cette zone. Voilà. Et pour l'heure, ça tombe. Donc, si on a une réaction positive dans la zone 40 200, 41 000 sur touchette avec changé de retournement, pourquoi pas tenter? Le stop loss, pour le coup, se place très facilement au même endroit, sous le bas du biseau. Et derrière, ce serait d'aller chercher les 45 000. Mais pour l'heure, très clairement, aucune raison de se positionner à l'achat. C'est baissier à court terme. On a des bougies bien baissières. Donc, soyez plutôt observateur qu'acteur. L'Ethereum, c'est pareil, ça se dégrade. Voilà, on repasse sous la zone, très honnêtement. Finalement, je regrettais un peu d'avoir mal placé mon stop loss, de ne pas avoir élargi la zone, comme je vous le disais, avant pour mettre le stop loss un peu plus bas. Finalement, peut-être que j'avais bien fait, étant donné que c'est retombé. Ici, quand même, on avait pu prendre quelques bénéfices, surtout celles et ceux qui avaient payé à la sortie du triangle. Maintenant, ça retombe, comme sur le BTC. La clôture de la semaine est décevante aussi, très clairement. Ouais. Enfin, c'était limite, mais là, ce qu'on est en train de faire, c'est plutôt décevant, je trouve. Repasser sous le nuage, repasser sous la MM50. Bon, à voir. Effectivement, la clôture de la semaine, c'est sur le fil du rasoir. On peut se faire une mèche et remonter, mais bon, je trouve que malheureusement, on a une dégradation de la tendance journalière. Voilà. Le dernier rempart, c'est les 50%. Si on enfonce ce niveau, il faudra revenir plus tard. Voilà, là, très clairement, la bougie, on perd 4%, on enfonce la zone. On est en train de break notre kit jaune. J'ai vraiment pas envie d'être acheteur comme sur le BTC ici. Je pense qu'on va attendre que le marché se stabilise un peu ou repasse au-dessus de la zone. Voilà. Ma foi, si on break notre kit jaune et qu'on se stabilise et que la Tenkan redescend un peu, bon, j'ai peu d'espoir, mais on peut toujours avoir un setup de cassure Tenkan kit jaune. Effectivement, c'est pas interdit. Mais pour l'heure, les vendeurs reprennent peu à peu la main, en tout cas à court terme. Dernier rempart, comme je vous le disais, 3060, 3030. Si ça casse, il faudra de nouveau rechercher des achats un peu plus bas, attendre les 61,8. Mais c'est dommage. En tout cas, pour l'instant, ça se dégrade. Voilà. Gros repli, consolidation dans un range 4 heures, sur zone, hop, cassure par le bas du range, on accélère. Bon, je ne me mets pas en face du flux, aucune raison d'être à contre-courant. Soit on fait une belle remontada et on arrive à de nouveau sauver la zone, à reconquérir, soit ça passe pas, auquel cas, comme je vous le disais, soyez observateur plutôt qu'acteur et attendez la prochaine zone. Il faudra intervenir un peu plus bas. Mais là, ça se dégrade un peu. J'aime pas trop ce qu'on est en train de faire, très clairement. Donc, aucune raison de se précipiter sur ce marché, autant aller là où il y a de l'action que de se prendre des pièges sur les crypto-monnaies. Pour l'heure, assez neutre. Les unités de temps hebdomadaires se sont dégradées, en tout cas en clôture. Donc là, la vigueur et la force acheteuse n'est plus vraiment la même qu'auparavant. Par conséquent, je suis un peu plus méfiant maintenant sur les crypto-monnaies, en tout cas sur l'Ethereum et le BTC, auquel cas, il faut laisser du temps au temps et, comme pour le pétrole, revenir lorsque le marché aura tapé des zones clés et ne pas intervenir au milieu du désert. Voilà les éléments que je peux vous donner sur les cryptos.
Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.